Allez, salut, bienvenue à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre quad d'œuf, émission quotidienne qui vous permet de découvrir pas mal d'aspects. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu santé avec M. Serge Haribo, qui est de l'UGTM Santé, et qui est notre invité aujourd'hui. Alors bonjour Serge, comment ça va? Ça va, bonjour à tous nos téléspectateurs de Zouk TV. Et puis, nous avons regardé comment nous avons décaté l'actualité au niveau de la santé. Alors on parle en antenne, une actualité, un pays en pleine mouvance, ça va dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on constate qu'il y a encore des problèmes concernant la santé. Les problèmes d'environnement, les sargasses par exemple. Ah oui, ça c'est un problème là. Partout, de toutes les communes, pratiquement. Voilà. Et ça montre bien que le problème n'est toujours pas pris correctement en charge et résolu. D'ailleurs, on a eu une réunion fin mai avec l'ARS et concernant les sargasses, je crois constater bien, la réponse est insuffisante. Ça c'est ces termes pour la prise en charge sanitaire. Alors, pour qu'on comprenne bien, il y a des écoles qui sont obligées de transférer les enfants dans d'autres lieux parce que c'est intenable. Alors, bon, l'ARS dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas de connaissances suffisamment approfondies concernant les pathologies associées, parce qu'on sait qu'il y a des émanations de gaz, et ainsi de suite. Mais quelles conséquences aura à long terme? Parce que chaque année, il y a des quartiers qui subissent ces émanations. Alors, quelles répercussions sur la santé? Donc, l'ARS dit qu'elle va financer des études, enfin, pour faire des études épidémiologiques, pour suivre un peu ces personnes dans les quartiers, pour savoir exactement la répercussion. On sait qu'il y a déjà au niveau du CHU de Martinique une cellule avec un professeur qui s'occupe de ça, mais qui n'a pas les moyens locaux et ainsi de suite. Donc on espère qu'avec ça, l'ARS va financer les études et va associer ces équipes-là à faire en sorte que la Martinique puisse avoir des réponses cohérentes. C'est pas seulement rester là sur le constat, les appareils qui sont perdus, les personnes qui sont obligées de se délocaliser, sortir de leur lieu de vie. Il y en a même qui ont vendu. Parce que, oui, des gens qui habitaient au bord de mer, mais s'ils ne pouvaient plus rester là, que ça devenait intenable. Et chaque année, à recommencer la même chose. Donc là, c'est un problème quand même d'environnement qui nous interpelle. Par la question de qu'est-ce qu'on fait de ces sargasses, comment on les intercepte, comment on les prend, comment on les stocke, comment on les transforme. Il faut un véritable plan au niveau de la Martinique et même au niveau des Antilles. Et là aussi, et puis la réponse humaine. C'est-à-dire savoir concrètement dans le temps, si on est parti pour des années à recevoir des sargasses, quels sont les dangers pour l'homme, quels sont les dangers pour tout le monde, les enfants à naître, les femmes en maternité et ainsi de suite, quels peuvent être les dangers au niveau de la santé. Vous avez compris que la situation des sargasses, c'est déjà alarmant. Mais il y a un autre élément encore qui revient souvent en Martinique. Tout le temps, on nous parle de brume de sable, etc. La pollution en elle-même, l'air qu'on respire. M. Haribo, oui. Alors là aussi, on est en pleine période. Hein. Il y a une brume de sable là, qui revient régulièrement. Et on dit que c'est le Vox Populi. Les gens disent oui, mais ça fait tousser, ça me fait piquer les yeux. Mais concrètement, est-ce que on a la possibilité aujourd'hui de dire quels sont les effets concrets sur la santé et les précautions à prendre? Donc là aussi, je crois qu'il y a, et c'est pour ça qu'on intervient sur ça, il y a non pas simplement dire, il y a Madine Linéaire qui va nous donner de 0 à 5 le niveau, un indice quelconque. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette brume de sable? Les composés qui sont dans cette brume de sable, les composés qui sont dans l'atmosphère et qui peuvent poser un danger. Les caractéristiques, comme on dit, physico-chimiques des poussières, qui vont affecter l'organisme humain et les poumons, parce qu'on respire, ça fait qu'il y a des retombées. Et j'ai retrouvé là une étude qui a commencé au niveau de la Guadeloupe, qu'ils appellent brumissater, c'est brume de sable et croissance fœtale en grande terre et basse terre en Guadeloupe, depuis 2020. Et je crois qu'il faut qu'on persiste à avoir une transparence beaucoup plus non pas des indices simplement, avoir une transparence
pour qu'on puisse savoir est-ce que les crises d'asthme ont augmenté, est-ce que les consultations en urgence pédiatrique ont augmenté, est-ce que les consultations cardio ont augmenté, est-ce que dans les composés organiques, il n'y a pas des pesticides, il n'y a pas des métaux, le plomb, l'arsenic, le cadmium, et ça demande un suivi. Évidemment. C'est-à-dire, c'est pas simplement nous dire, il y a une brume qui arrive, parce que j'ai regardé quand même, j'invite les téléspectateurs à regarder des images satellites. Quand on nous dit la brume de sable arrive sur la Martinique, c'est Martinique, Guadeloupe, c'est toutes les tout le bassin îles. caribéen. On a un voile sur le bassin caribéen. Et là, on peut vraiment se poser des questions. Savoir dans une évolution dans le temps, année par année, est-ce que ça augmente? D'où est-ce que ça sort précisément? On nous dit d'Afrique du Nord et du Sahara. Ouais. Mais ce mélange-là ne peut pas venir que de là. Wow. Si c'est le Sahara, c'est du sable. On peut y rajouter aussi, il y a bien eu à un certain moment des essais nucléaires dans le Sahara. Et le temps que ça traverse tout l'océan pour arriver chez nous, qu'est-ce que ça a ramassé de plus? Bon, alors c'est bien ça, à connaître la composition de cette brume. Deuxièmement, avoir des informations sur les effets sur la santé. Et même pour les enfants à naître, c'est ça qui est important, les générations futures, qu'on puisse véritablement donner des lignes de conduite à suivre. J'invite la population à regarder après 2-3 jours de brume de sable. De toute façon, il y en a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu. Vous laissez une table à l'extérieur et puis vous passez la main après dessus. Vous comprendrez, c'est ça qui rentre dans votre organisme que vous respirez. C'est cette poussière-là. Et ce n'est pas simplement de la poussière de sable. Il y a des composés qui sont dangereux, qui peuvent être dangereux. Et certains pays ont commencé ces études-là. Même en Europe, quand ils ont eu des brumes de sable, ils continuent à mener. Il faut que nous, dans la Caraïbe, comme ça a été mis en place en Guadeloupe, qu'on persiste et qu'on continue. Alors, les résultats de ces études-là doivent être communiqués publiquement. Exactement. Voilà. La transparence, justement. Voilà, c'est ce qu'on demande. On constate des phénomènes, mais on n'a pas quand même un regard objectif puisqu'on n'a pas de transparence là-dessus. Alors, on va passer un petit peu au corps médical même, la prise en charge des urgences. Est-ce que ça s'est amélioré, par exemple? Ah non, c'est toujours une grande difficulté. Alors aujourd'hui, suite à la réunion qu'on a eue avec l'ARS, on est bien conscient que les dispositions ne sont toujours pas prises correctement. Il y avait une enquête administrative qui devait avoir lieu aux urgences du CHU de Martinique. Nous n'avons toujours pas les résultats, mais cette demande nous l'avons formulée à l'UJTM Santé depuis l'année dernière auprès de la directrice de l'ARS qui était là, qui s'était engagée à lancer une enquête administrative. Ça veut dire regarder le déroulement des opérations au sein du service, regarder les dysfonctionnements et regarder ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est améliorable. Mais M. Haribo, à chaque phase, vous avez quand même des comptes rendus, ils reviennent vers vous. Est-ce que vous constatez qu'on... Non, ils ne reviennent pas. On observe ces étapes-là. On ne revient pas vers nous. Et c'est ça qui est important que le public sache. Nous nous posons des problématiques avec des témoignages de patients qui ont subi des mauvais traitements par leur passage trop long, ou alors la prise en charge d'une fracture pour une personne âgée qui est restée là 4 jours, 5 jours en attente d'une intervention qui aurait pu se faire le jour même, avec les répercussions que ça peut avoir, mais on ne revient pas vers nous. Je vous parle d'une demande de 2025, d'une décision de l'ARS de 2024, et d'une demande de 2024, d'une décision de 2024 de faire une enquête administrative. Un nouveau directeur général de l'ARS est présent aujourd'hui en Martinique. Il est incapable de nous donner la réponse. Parce que nous lui avons posé la question. Ça a l'air de gêner un peu les gens quand on est comme ça, là, titillé. Mais nous sommes des représentants, pas simplement du personnel, de la population, quand nous faisons ces demandes-là. Donc c'est encore une fois un manque de transparence. La seule chose que nous savons, c'est manque de personnel médical, manque d'intervenants en chirurgie, donc de chirurgiens, qui fait qu'on a cette accumulation de personnes qui sont bloquées aux urgences. Il y a peut-être une opportunité d'ouverture d'urgence, d'un service d'urgence à la clinique Saint-Paul. Ça, il faut que tout le monde le sache, qui devrait venir, la réponse devrait venir dans les 2 mois, là, peut-être en septembre.
ce qui permettrait un peu de prendre certaines urgences en charge. Il y a l'attente que nous avons au niveau de Trinité, que les urgences soient accompagnées, on en a parlé au début. Alors, ça fait un moment que ça traîne, cette histoire, de la réouverture du service du bloc opératoire, du service de soins intensifs et de l'ensemble des services d'hospitalisation qui permettent de dégorger un peu les urgences du CHU de Martinique. Donc cette problématique-là, elle est toujours là en suspens et nous croyons que ce dysfonctionnement-là, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ne pas rester dans la rouspétance, mais aller dans le sens de la demande de réponses concrètes à une préoccupation de santé publique. Alors là, justement, nous avons entendu également parler d'un problème. Alors là, c'est vraiment un gros problème. Emma Ventura. Alors c'est une situation assez vraiment spéciale. Alors, on parlait de Trinité, ça prend du temps. On commence à voir l'ouverture, même si les délais sont encore prolongés. On nous dit que la fin de la construction, ce sera en 2030. Donc, l'espoir fait vivre. Oui. Donc, nous sommes toujours vivants. Ouais. Mais l'hospice Emma Ventura, pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, c'est là qu'on reçoit, c'est le plus grand centre qui reçoit les personnes âgées. Il y a une centaine de lits. Et c'est délabré. Même s'il y a des petites rénovations qui sont faites. L'objectif, c'était la reconstruction. Vous avez bien entendu ça. Bon. En 2023, il y avait un prévisionnel de financement de 65 millions d'euros. Nous nous retrouvons, après la réunion à l'ARS, avec un prévisionnel de 0 euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour la reconstruction de Emma Ventura, pour le projet de ce qu'on avait appelé le pôle gérontologique. Toujours des grands termes. Machin. Ce dont on a besoin, c'est un lieu où nos grandes personnes âgées sont accueillies correctement. Nos aînés sont pris en charge correctement. Demain, ce sera nous. Donc, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que le financement n'a pas été retenu. Voilà pourquoi on nous donne cette réponse en 2025. Et qu'aujourd'hui, l'ARS nous dit qu'ils vont faire un appel d'offres. C'est comment... Voilà, c'est l'inverse, quoi. On est comme dans des marchés. Qui peut nous construire des lits d'accueil pour les personnes âgées? Donc, on lance un appel et puis on va regarder quels sont les candidats privés qui vont répondre, qui ont les financements pour faire ça. C'est-à-dire que le financement public disparaît. Donc, ça va mettre en rapport avec les 40 milliards là, que le gouvernement est en train de chercher. Donc, on casse et on élimine tous ces financements qui étaient déjà prévus, et puis on n'entend pas non plus la CTM sur ça. Donc, omerta totale, quoi. Voilà, omerta totale. On va passer totale, également à un autre établissement, on en parlait une fois, la maison de la mère et de l'enfant se porte mieux, on dirait. La mère et l'enfant se portent mieux, moins mal. On peut dire, pas se portent mieux, puisque la maternité de l'hôpital de Trinité est toujours fermée. Ça c'est important à noter. On attend toujours la réouverture, puisque le bloc opératoire étant fermé, il ne peut pas y avoir une maternité qui fonctionne et s'il y a un problème d'intervention à faire en cours de... quand la parturiente doit accoucher. Non. Là, ils subissent toujours. Et ce que nous disons, c'est encore une fois, il n'y a pas de transparence. Il y a un bâtiment qui vieillit aussi très rapidement parce que la construction elle est faite en matériaux fragiles, qu'on peut dire, le placo-plâtre, et ainsi de suite, mais qui vieillit, mais en même temps du manque de personnel et aussi une prise en compte réelle des difficultés qui sont liées au manque de lits à Trinité. Voilà. On va passer alors là à un problème de société qui est grave, mais qui englobe également des réalités de soins, etc. On constate que la drogue, le narcotrafic est présent en Martinique, etc. Ça génère des meurtres en tout genre, etc. Le traitement, justement, de ce malaise-là. Oui. Il y a un traitement médical, évidemment. Il y a, au-delà du traitement médical, il y a le traitement sociétal, avant tout. Parce que le médical vient traiter un problème qui surgit parce que le problème sociétal est arrivé. Il y a 30 ans, on le disait déjà, nous, à l'UGTM Santé, on avait sorti une brochure sur le cannabis, les dangers, etc. Et on indiquait dans nos conclusions que les drogues dures vont arriver, telles que cocaïne et tout, et vont prendre la place sur le marché. On est en plein là-dedans. Et on est en plein dedans. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien,
comprenez bien que c'est des histoires de marché. C'est-à-dire le marché américain aujourd'hui fermé pour l'Amérique du Sud. Ils se sont orientés vers le marché européen et pour faire du trafic de drogue, il faut des réseaux de transport, il faut des réseaux de blanchiment d'argent, il faut des réseaux de corruption. Ils ont mis cette plateforme-là, non pas seulement en Martinique, dans la Caraïbe. Et là, aujourd'hui, que ce soit Sainte-Lucie, Dominique, Martinique, Guadeloupe, on est attaqué par ça. Donc, on ne peut pas parler du trafic de drogue, des jeunes qui s'entretuent, ainsi de suite, et croire que c'est un problème de jeunesse, croire que c'est simplement un problème... C'est pas un problème de société, c'est surtout un business. Voilà. C'est un business, mais qui gangrène la société. Parce que c'est de l'argent. Hein. Et bien sûr. Il faut faire très attention. À titre d'exemple, ils ont saisi au mois de mai de cette année 4 tonnes ont été saisies dans nos eaux, là, dans les Antilles, dans la Caraïbe. 4 tonnes, il y avait du cannabis, il y avait de la cocaïne. Il faut bien comprendre que c'est pas de la consommation locale, c'est du transit. Ça se transfère par nos eaux, par le port. Alors on dit, vous voulez agrandir le port, vous voulez faire un hub sur la Caraïbe. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on disait, le réseau de transport qui va s'agrandir pour le réseau de trafic? Il faut faire très attention. Le port de Fort-de-France est trop perméable. Il n'est pas suffisamment contrôlé et il faut des dispositifs beaucoup plus conséquents, sinon on ne passerait pas par chez nous. Quand je dis les moyens de transport, c'est l'aérien et le maritime. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a 40 lieux d'entrée en Martinique, répertoriés par les autorités, mais il y a quoi en face pour empêcher cette pénétration et ce passage? On nous a parlé de caméras qui n'est pas opérationnelle là. On nous a parlé de drones. Non, là on est en train de bricoler et il faut qu'on fasse très attention et qu'on interpelle aussi les familles. Lorsqu'un jeune de 12 ans, 13 ans, comme en Guadeloupe, se fait fusiller en pleine rue, qu'est-ce que cet enfant-là, à cet âge-là, faisait dans la rue tard le soir? Donc, nous avons à nous recentrer au niveau de la famille sur les questions de morale, d'éducation, de discours que nous avons à avoir et de prise en compte. C'est pas simplement de dire... Parce que là, tous les jours, les jours. Et ce phénomène-là, c'est parce qu'il y a des armes entre les mains d'enfants. Parce qu'à 12, 13 ans, jusqu'à 18 ans, on est toujours des enfants et qui utilisent ça à tout va. En mauvais paroles, une discussion qui tourne mal. Mais qu'est-ce que l'arme faisait là? Et comment elle a pu arriver dans notre pays? Voilà, on arrive presque à la fin de l'émission. On va dire 2 mots également. On remarque que même l'alimentation, même ce qu'on achète dans les grandes surfaces, etc., ça a changé. Et mystère total, on ne sait pas finalement ce qui compose cette alimentation. Justement, c'est l'industrie agroalimentaire produit des aliments qui sont avec des produits qui sont peut-être infimes, mais qui ont des répercussions sur la santé. Je parle de l'hexane. L'hexane, c'est un produit qui est dérivé du pétrole. On le retrouve dans l'alimentation. Alors, vous savez dans quoi? Dans les pâtes, les céréales, les pommes de terre, le pain. Le qui est plus consommé, quoi. Le plus consommé, mais n'oubliez pas que on a aussi le cadmium, qui est classé cancérigène. Alors, l'hexane, margarine, même le lait infantile, on retrouve de l'hexane dedans. Le beurre de cacao. Donc, tous ces exemples-là nous montrent que lorsque vous avez de l'hexane, du cadmium, même si c'est en quantité infime, mais l'élimination de ce produit-là ne se fait pas. Ça se stocke dans le corps et après, on paye les conséquences au niveau. 36% des enfants de moins de 3 ans en France dépassent la dose de consommation tolérée dans le corps par l'hexane. Donc ça, il faut vraiment qu'on arrive à bien comprendre ces phénomènes-là. Maintenant, il y a aussi tout ce qu'on nous distribue, les boissons alcoolisées. Je vous donne l'exemple, par exemple, du Vaudy qu'on voulait distribuer en Martinique, pas en Europe, hein, en Afrique et en Martinique et dans les Antilles, à 18 degrés d'alcool. Et sur la boîte, il est écrit boisson énergisante. Alors, qu'est-ce que l'alcool apporte comme énergie pour la vie? Donc, on a constaté aussi le boom. Donc, ça, c'est le baby boom des enfants obèses, de l'obésité. On en a parlé justement. On constate que les profils même d'enfants... Voilà, les profils ont changé. C'est lié à l'alimentation.
Et lorsque nous disons, nous avons un discours différent sur la question du prix de l'alimentation, de faire attention, plus les aliments sont à bas prix, plus ils sont dangereux, parce qu'on ne lit pas la fiche, la composition exacte. On n'a pas l'indication des dangers. Et ça, ça demande quoi? Manger local, manger non contaminé, manger ce qu'il y a autour de vous, et une alimentation variée, et non pas simplement pâtes, un burger, et ainsi de suite. Voilà, monsieur Serge Haribo, vous avez constaté que nous avons pas mal d'éléments qui posent des questions. On s'interroge là-dessus. Les solutions sont peut-être là, mais c'est à nous peut-être de changer nos comportements aussi. Hein. À nous d'aborder... Le mot de la fin, donc. Oui, ouais. À nous d'aborder les débats. Les vrais débats de société qui sont... Là, on a parlé environnement, on a parlé alimentation, on a parlé soins, on a parlé société, dysfonctionnement, drogue et ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à débattre de ça. On nous avait promis un congrès de rupture. Il faudra tôt ou tard qu'on arrive à pouvoir discuter de tous ces sujets-là de façon transparente et trouver des pistes d'orientation viables pour la société martiniquaise. Mesdames et messieurs, c'était M. Serge Haribo, donc, qui est président du syndicat UGTM Santé, que nous avons reçu. Nous avons évoqué pas mal de problèmes. À vous de jouer maintenant. À très bientôt.